votre présence. Donc, bienvenue à ce panel qui se fera sous forme d'entrevue sur la recherche appliquée au service de la production des énergies renouvelables. Et j'ai le plaisir de vous présenter deux personnes qui font de la recherche appliquée ici au Québec au quotidien. Je vous présente Frédéric Côté, qui est le directeur général d'Energica, et aussi le président de l'Escouade Énergie, dont on parlera tout à l'heure. Et évidemment, donc, un industriel qui, lui, travaille plus sur ce qu'on appelle la molécule verte, qui dirige le groupe ONIM, qui va pouvoir nous présenter ses beaux projets. Donc, Moustapha Ouyed, qui est avec nous aujourd'hui. Pour commencer, j'aimerais que Frédéric puisse nous expliquer un peu c'est quoi un CCTT, parce qu'on entend le cycle partout, mais on ne comprend pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Alors, qu'est-ce que ça mange en hiver, un CCTT? Oui, merci. Bonjour tout le monde. Donc, CCTT pour Centre collégial de transfert de technologie. Donc, essentiellement, on parle de recherche appliquée, on parle d'un centre de recherche qui a un domaine d'intervention défini. Comme par exemple, chez Energica, on est spécialisé en énergie renouvelable, l'éolien, le solaire, l'intégration des énergies renouvelables dans les réseaux, donc l'électron vert. Ça va? Oui, oui. Oui, en fait, j'essaye de voir si je vois l'écran quelque part, mais là, j'ai aucune idée où est-ce qu'on est rendu dans les slides. Fait que ça va être assez drôle. OK. Donc, on a besoin de vous. Donc, slide 2, parfait, merci. Donc, on va se faire des signes. Donc, essentiellement, donc, un centre collégial de transfert de technologie. On fait de la recherche appliquée, on fait de l'aide technique et on a aussi un mandat de formation et d'information dans nos domaines qui nous sont propres. Parfait, merci. Et le groupe ONIM, alors, qu'est-ce que c'est? Une image vaut mille mots, peut-être. Alors, je vous présente une petite vidéo promotionnelle qu'on a fait pour voir comment est-ce qu'on développe notre projet et comment on fait rendre disponible la bioénergie et des bioproduits pour les grands consommateurs industriels au Québec. ONIM est une entreprise québécoise de technologie verte. Nous produisons et nous commercialisons des l'installation finale de notre deuxième usine qui est à Montréal-Est pour fabriquer les produits que vous a parlé, biohuile, biocharbon, vinaigre de bois et gaz renouvelable. Mais vous l'avez compris aussi, le cœur de tout ça, c'est de l'innovation permanente pour faire des meilleurs produits, pour valoriser d'autres biomasses, pour intégrer de nouveaux procédés dans le système. Et c'est là qu'on rejoint la discussion d'aujourd'hui, à savoir l'importance pour nous de la recherche et développement, plus particulièrement la collaboration qu'on a en fait avec plusieurs CCTT au Québec. Et que ça me fera plaisir d'en discuter. Merci. Et donc, justement, en fait, quand on parle de recherche collaborative ou de recherche appliquée, qu'est-ce qu'on veut dire, Frédéric? C'est quoi la recherche appliquée à la fin? Oui, donc, essentiellement, nous, on fonctionne avec l'échelle de niveau de maturité technologique, donc le fameux TRL, donc une échelle de 1 à 9, 1 étant vraiment la recherche fondamentale, la recherche de l'idée, donc très fondamentale. Et le 9, c'est un produit qui est prêt à la commercialisation, à l'autre bout du spectre. Alors, les CCTT, on était typiquement, je vous dirais, sur le niveau de maturité autour de 5 en montant. Donc, vraiment, la validation, la mise à l'échelle, le déploiement, là, vraiment en conditions réelles, c'est souvent à ces niveaux-là où on va retrouver l'intervention des centres collégiaux de transfert de technologie. Okay. Puis, est-ce que tu peux me donner un exemple de cette histoire de TRL 5 ou 6? Oui, absolument. Ou 7? Par exemple, on a besoin d'amener une certaine qualité de biomasse vers le réacteur. Donc, on va avoir des modifications à apporter ou des améliorations à apporter à l'équipement standard de broyage et séchage, par exemple, pour qu'il soit vraiment adapté à nos besoins. Le CCTT, c'est le genre d'exemple où, parce que nous, dans notre pratique, on a testé quelque chose qui semble fonctionner, mais est-ce que c'est viable et pas? Donc, on va le faire avancer un peu plus, cette modification. On va s'adresser à CCTT classiquement. OK. Puis, c'est qui fait ça, en fait? Qui c'est qui travaille dans un CCTT? Parce qu'il y a marqué centre collégiaux, donc c'est-tu des étudiants et des profs de collège? OK. En fait, les CCTT, on engage, donc on a du personnel, donc c'est vraiment une équipe de professionnels qui sont, en bon français, sur notre payroll. Donc, on a des équipes qui sont des travailleurs, des chercheurs professionnels. Ça, c'est le cœur, je dirais, le cœur de la ressource humaine. Évidemment, comme centre collégial de transfert de technologie, on a un lien avec le collège, mais principalement pour les retombées sur l'enseignement. C'est-à-dire nos
programme nos chercheurs parce qu'ils sont en relation avec l'industrie. Parfois, on va être ou des professeurs de cégep, mais beaucoup pour s'assurer que les programmes de formation technique sont sur, disons, sur la coche, là, ou bien au fait des développements qui se passent dans l'industrie. Notre mission première est de délivrer avec des professionnels. RJCAC. Qui sont dans des collèges, donc qui sont partout sur le territoire du Québec. À 59 CCTT, couvrent l'ensemble des régions du Québec. Je peux donner un exemple du type de personnel ou de professionnel qui intervient. Par exemple, nous, parmi les centres avec lesquels on travaille, c'est le CEPROC, c'est le Centre d'études en procédés chimiques du Québec, qui est rattaché au Collège Maisonneuve. Donc, ils ont je ne sais pas le nombre de personnel qu'ils ont de permanent, mais c'est plusieurs PhD, par exemple, qui sont dans le génie chimique. Ils ont des techniciens, donc on a des chercheurs permanents qui travaillent, par exemple. Aujourd'hui, on a un projet avec eux pour l'usine que vous voyez qui est à Montréal. On en fait un modèle réduit, un modèle laboratoire, pour pouvoir tester de nouvelles biomasses, par exemple, comme de la biomasse agricole, des CRD, ce genre de choses. Donc, ils mettent en place leurs techniciens. Donc, on a des techniciens, on a des docteurs en génie chimique qui vont concevoir avec nous l'unité laboratoire. Ensuite, grâce à un financement, on pourra parler tout à l'heure, CRSNG, MITAX par exemple, on a fait venir un PhD d'Inde pour faire son postdoc au CEPROC et travailler sur notre unité. Donc, il fait son postdoctorat pour nous. Puis, on a aussi des étudiants en procédés chimiques du collège qui embarquent comme stagiaires et qui éventuellement pourraient devenir des employés de notre entreprise par la suite parce qu'ils se sont appliqués à notre procédé. Donc ça nous donne vraiment, dans un seul endroit, en termes de professionnels, vraiment une grande variété pour nous deux. Et qu'il il y a des CCTT qui en prêtent, qui peuvent en fournir de la main-d'œuvre hautement qualifiée, que ce soit pour éventuellement les embaucher ou juste travailler temporairement chez toi, c'est ça? Exactement, sur une base de projet. La plupart du temps, on travaille sur des projets, donc les entreprises ou les partenaires, parce que des fois c'est des entreprises, des fois c'est des municipalités, des fois donc c'est vraiment les organisations qui ont des besoins, amènent leur projet. Puis dans le fond, c'est vraiment une approche un peu sur mesure, en fait, là, sur les besoins des organisations, du client, en bon français, de comment on les accompagne avec la bonne type d'expertise. Et là, après, donc on comprend à peu près qui c'est qui travaille dans ces équipes-là. Puis ces gens-là, ils vont aller travailler dans une entreprise ou vous avez des locaux chez vous? Comment ça marche exactement? Ben, typiquement, on a nos locaux. Si je donne un exemple, mais en fait, c'est vraiment en fonction du projet. Nous, on a fait plusieurs projets sur le gîte, notamment au Québec. Donc, les parcs éoliens sont partout en province. Donc, on a développé un système de caméras. Tu sais, moi, j'aime bien dire qu'on a développé le meilleur système de caméras hub au monde. Donc, je suis ouvert à ceux qui veulent contester mon affirmation. Donc, on a vraiment développé ça au Québec. On en a mis partout dans plusieurs parcs de la province. Et donc, vraiment en fonction des besoins, quand le besoin du client, c'est d'être sur site, que ce soit au Saguenay, que ce soit d'être sur la Côte-Nord ou peu importe, c'est vraiment là où on se rend. Parce qu'en fait, ce qu'il faut aussi dire, c'est que oui, les CCTT, on a un domaine d'intervention qui nous est dédié, mais notre mandat, il est provincial. Minimalement, donc on se doit de couvrir l'ensemble des besoins des entreprises, peu importe où elles se situent au Québec. Puis en fait, cette main-d'œuvre-là peut aussi travailler sur ton site. Donc, tu as des équipements à Nagica, dans ton collège, tu as des équipements? Oui, donc aussi, nous avons un site, peut-être la plupart sont familiers, peut-être pas, mais on a un site de test en conditions réelles. Puis ça, c'est ce qu'on retrouve souvent dans les CCTT, c'est-à-dire comme on agit dans des niveaux de maturité technologique plus élevés, donc on s'approche des éléments de commercialisation. Fait que par définition, on a des équipements plus de mise à l'échelle. Concrètement, chez nous, on a un parc éolien, on a 4 MW
Alors, avec un contrat d'achat d'électricité avec Hydro-Québec. Donc, pour la plupart des gens ici qui font du développement de projets, ben, puis au père des parcs éoliens, on a vraiment, on vous comprend, là, dans le sens qu'on vit les mêmes défis, les mêmes enjeux. Donc, que ce soit opération et maintenance, santé, sécurité, les interconnexions, les enjeux de production. Donc, vraiment, ça nous amène dans le réseau des CCTT à avoir des équipements plus proches de la taille réelle là, que vous rencontrez dans vos entreprises. Oui. Puis toi, en fait, tu les as utilisés dans les laboratoires, mettons, du CIPROC ou dans ton usine? Comment ça s'est passé? Les deux. C'est-à-dire qu'on a certains équipements qu'on utilise qui sont au CEPROC. Je te dirais surtout des équipements d'analyse, de tests chimiques de toutes sortes. Mais là, on installe un équipement au CEPROC qui appartient à ONIM, mais qui va être physiquement au CEPROC, que nous, on va pouvoir utiliser, mais aussi les étudiants dans certains cas. Donc, c'était un mix. Et aussi, on a les chercheurs du CEPROC, où on travaille aussi avec Chemitech, qui sont à Thetford Mines. On travaille avec le CEREX, qui sont à Amqui. Donc, c'est les 3 centres avec lesquels on travaille. Donc, selon les besoins, ils sont tous déplacés à notre installation, c'est sûr. Puis après, en fonction des besoins, soit c'est au laboratoire chez eux ou chez nous que le travail se passe. Ça. Et puis, il y a des CCTT qui ont des équipements de laboratoire, mais il y en a qui ont vraiment des équipements pilotes, donc même des usines pilotes, oui, pour faire du pré-traitement ou produire des batches assez importantes de liquide, solide, gaz, oui. etc. Actuellement, Chemitech, ils ont un réacteur d'une taille vraiment assez impressionnante dans lequel on peut louer, qu'on peut s'approcher de Chemitech et dire je vais essayer un mélange donné, mais ça me prend un réacteur dans lequel ça se passe. Vous allez là-bas, ils vont vous mettre à votre disposition avec les chercheurs. CEPROC, c'est la même chose. Et là, ils rajoutent le hall pré-commercial. Donc, ils ont loué des espaces à Montréal dans lesquels ils vont pouvoir accueillir des projets qui sont en phase pré-commerciale pour pouvoir les accompagner à aller vers un pilote ou vers une démonstration. Donc, c'est vraiment pas... ils ont l'aspect paillasse avec équipements de test, laboratoire et tout ça, mais ils ont aussi des équipements industriels, semi-industriels de grande importance qu'on peut utiliser. Puis tu disais que tu avais aussi utilisé les services des CCTT pour de l'aide technique, donc comparer des technologies ou avant d'acheter de l'équipement? Exact. Donc, l'expérience que les CCTT ont, surtout comme tu disais vraiment dans des stades avancés, c'est que en plus de nos projets à nous, ils travaillent depuis plusieurs dizaines d'années qu'ils existent à répondre à des besoins d'autres industries. Et par exemple, dans mon domaine de génie chimique, que ce soit notre technologie ou notre, c'est toujours la même chose, des conduites, des pompes, des séparateurs, des filtres et tout ça. Et des fois, on tombe sur un problème, par exemple avec des gaz de pyrolyse, mais eux, ils ont déjà traité des gaz de combustion, puis ils font le lien. Ils disent, ah ok, mais pour telle technologie, pour régler tel problème, on a utilisé tel équipement, on pourrait l'essayer avec vous. Et on peut l'essayer chez eux en laboratoire avant de l'amener chez nous. L'autre chose aussi, comme dans le cadre du postdoc, une bonne partie du travail, c'est beaucoup de faire où en est l'état de l'art. Et donc, quoi de mieux que des gens qui en ont vu d'autres pour pouvoir aller trouver les bonnes sources, comparer, faire un résumé, dire, bon, l'état de l'art dans la situation, c'est qu'on va traiter la condensation à plus ou moins telle température, et voici les effets que ça a. Donc, tu pars en moins d'un baseline pour savoir l'évolution technologique que tu fais. Puis en fait, ce postdoc, il doit être supervisé par un prof d'université. Non, mais non, c'est ça, il y a des CCTT qui peuvent faire ça aussi? Dans notre cas, le postdoc est supervisé par un PhD du collège, donc un professeur du CEPROC lui-même. Puis il travaille, c'est ça la beauté, c'est qu'il travaille directement en collaboration avec nos besoins. C'est comme si c'était un employé de ONIM en résidence au CEPROC ou l'inverse, un employé du CEPROC en résidence chez ONIM. Avec de l'équipement juste à côté, puis quelqu'un pour le superviser au quotidien. Exact. OK. Puis tu disais aussi, en fait, que donc lui, c'est plus un développeur de technologie, mais tu disais que vous accompagnez aussi des utilisateurs dans des communautés, puis vous leur donnez des services conseils, de l'aide technique aussi? En fait, c'est ça. Au niveau, disons, du développement de capacité, en fait, chez les utilisateurs, un peu à l'exemple là, de faire des choix, des bonnes décisions, c'est que les utilisateurs, ce sont des organisations qui veulent faire, par exemple, des projets d'énergie renouvelable, mais ce n'est pas leur core business. Puis là, ils se posent la question, puis Dieu sait qu'il
Il y a beaucoup de communautés qui ont eu plein de téléphones dans le passé. J'ai la meilleure machine qui existe, fais-moi confiance, achète-en une. J'ai la meilleure technologie. Fait qu'ils reçoivent tellement de téléphones qu'à un moment donné, tout se ferme. Et là, ben, c'est plate parce que ce que ça a pour effet, c'est que ça ralentit le travail, ça ralentit le déploiement des projets. Alors nous, notre rôle, c'est vraiment au niveau de l'accompagnement, c'est de faire vraiment du développement de capacité. On est comme agnostique, on n'a pas de... On ne vend pas de technologie, on ne vend pas d'équipement, on ne vend pas les projets, on n'a pas d'intérêt dans le projet en particulier. Donc, nous, notre rôle, c'est vraiment un peu de faire l'état de l'art, voici où on en est, c'est ça les solutions. Un projet d'énergie renouvelable, voici comment ça se travaille, voici les principaux acteurs de la filière. Donc, vraiment, on fait un rôle vraiment pour, dans le fond, outiller les décideurs de ces organisations-là à se sentir plus à l'aise, plus confortable, puis être capable de prendre des bonnes décisions pour que le projet puisse se faire. Parce qu'évidemment, quand le projet va se faire, ils vont avoir besoin de firmes de génie conseil, ils vont avoir besoin de consultants en environnement, ils vont avoir besoin de fournisseurs d'équipement. Nous, notre rôle, c'est vraiment de préparer le terrain pour que les projets puissent aller de l'avant. Puis après ça, bien, que ce soit vous, au niveau de l'industrie, qui puissiez prendre des projets puis les mener à bon port. Donc, avant les appels d'offres, voilà. mettons, avoir une bonne compréhension de vers là où on s'en va, C'est les un peu, avantages, les un peu comme inconvénients, les l'architecte, dont coûts. on fait une espèce d'image, disons, un peu pas parfaite là, avec la construction. Nous, notre rôle, c'est plus au début, le design, l'architecte, le concept. Puis après, bien, quand c'est le temps de faire la construction, l'ingénierie de tout ça, bien là, c'est les firmes spécialisées qui embarquent. Je vous donne un exemple, surtout qu'on est dans le développement de quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Donc, on veut essayer des choses nouvelles et on veut, par exemple, tester la température d'un gaz qui contient un certain nombre de particules et puis qui est à telle pression. La meilleure façon de s'assurer qu'il fonctionne, c'est de le mettre dans ces conditions-là. Sauf que moi, je ne vais pas l'essayer dans mon usine. Par contre, quand je vais voir le CEPROC ou Chemitech ou le CEREX, ils ont sûrement une bébelle quelconque dans un coin qui répond exactement aux besoins. On peut intégrer un gaz chaud, puis ça se prend peut-être grand maximum 2-3 jours, puis on met le setup, puis on branche l'équipement, puis on voit s'il répond aux conditions ou pas. Okay. Donc, ça va au-delà de... Effectivement, il y a ce conseil, mais il y a aussi la mise en pratique d'essais, mais à peu de temps. C'est en 1-2 jours, on dit, oui, c'est vrai, on a tel équipement à tel endroit, il est à l'arrêt, on va essayer cet équipement. Donc, moi, quand je l'amène dans mon usine, j'ai un certain degré de confiance que ça va donner les résultats que je souhaite. Mais comment on fait pour savoir où est-ce qu'ils sont, ces équipements? Comment tu as su que le CEPROC avait justement cette BBL-là ou autre? Comment ça marche? C'est peut-être quelque chose qui est à améliorer parce que moi, ça a été plus du bouche à oreille, Connetix, comme ça, dans des conférences de même. Tu rencontres quelqu'un, il dit « Ah, vous faites ci, nous, on pourrait vous aider. » Ah, on fait un appel. Je sais qu'il y a une tentative pour centraliser. J'ai vu qu'il y a une base de données. Je ne l'ai pas encore consultée, mais j'ai cru comprendre qu'il y a une base de données qui recense les équipements. Ça, je pense que c'est une belle initiative si c'est pas. Parce qu'il y en a beaucoup des centres, donc comment ils font les industriels pour faire appel à vos services? Je pense qu'effectivement, ça, c'est un peu notre défi. C'est-à-dire, comme on est dédié à un domaine, on est un peu dans notre tunnel, entre guillemets. Fait qu'il y en a 59 CCTT au Québec. Par contre, pour répondre un petit peu à compenser, disons, un peu cette lacune-là, parce que, tu sais, on est bien bon, mais on n'est pas parfait. Fait que, évidemment, nous, ce qu'on a eu pour l'énergie, donc tout ce qui est transition énergétique, on s'est regroupé, en fait, en 18 CCTT sur les 59. Il y en a 18 qu'on a décidé de se regrouper, notamment avec Jeanne, là, qui est au cœur de tout ça, et vraiment pour offrir non seulement une visibilité, mais aussi une coordination des différentes capacités et équipements. Donc, au lieu que, parce qu'on le sait, il y a des projets de transition énergétique, c'est pas juste de mettre de l'électron sur le réseau d'Hydro-Québec, ça peut être parfois de la chimie verte, ça peut être de l'électrification des transports, ça peut être de regarder des nouveaux fuels pour le maritime. Donc, on a dans notre regroupement de 18 CCTT, on a des gens qui sont en électricité, donc il y a nous, il y a le Centre Terre, le CPA, on a des centres en logistique du transport avec Innovlog, on a l'Institut du véhicule innovant sur l'électrification des transports. Tantôt, Onim a bien présenté Chemitech, le CEPROC, le CEREX, au niveau de la biomasse aussi, CEREX forestière est impliqué. On a Innofibre qui est à Trois-Rivières, qui a vraiment une capacité importante aussi au niveau biochar, tout l'accompagnement au niveau des biocarburants. Donc vraiment, on couvre à la fois l'électron, à la fois la molécule verte, mais aussi le volet efficacité et le volet transition énergétique. Puis en plus, on est très fiers de dire qu'on a des centres collégiaux en pratique sociale novatrice. Donc, on a le CERC et le CIRAD, là, qui sont des CCTT
spécialisés en pratiques sociales novatrices, parce qu'on le sait, hein, la transition énergétique, au-delà de la technologie, il y a une dimension sociale, il y a une dimension humaine importante. Changement de comportement. Voilà, voilà. Moi, j'ai l'impression que les CCTT, ils ont l'inconvénient de leur qualité, ou le défaut de leur qualité, c'est-à-dire leur qualité, c'est qu'ils sont super spécialisés, comme CEPROC en procédés chimiques, Chemitech en chimie verte, et tout ça, nos fibres, dans tout ce qui est la fibre. Et quand on s'adresse, mettons, pour faire de la recherche fondamentale à une université, on s'attend qu'à l'université, il y a toutes les spécialités, fait que ton point de contact va gérer la relation avec les autres. Au niveau des CCTT, dès que ça sort du domaine de ce CCTT, il faut s'adresser à un autre. Dans notre cas, oui, on a le cœur de notre réaction qui est un procédé chimique, mais on a beaucoup de mécanique, d'électricité, on a de la transformation de produits finis vers du raffinage, vers quelque chose de plus élevé, faire du blending avec des produits, conditionner, faire des mélanges de fibres. Donc, c'est là que regrouper des CCTT, je pense que pour nous, pour que ça devienne, mettons, une seule porte d'entrée vers un regroupement de CCTT. Mais du coup, pourquoi tu n'as pas été voir juste une université? Pourquoi tu as choisi d'aller voir ces CCTT alors que c'était plus éparpillé? On a été voir quelques universités, on a commencé un peu à travailler. Je vous dirais qu'on s'est très vite rendu compte que pour le besoin qu'on avait, nous, qui est vraiment le pratico-pratique, puis de faire avancer dans la recherche vraiment appliquée à court terme, les CCTT fournissaient beaucoup de flexibilité. Et alors que, je dirais, l'université, ça va être plus vraiment la recherche fondamentale. Donc, quand il s'agit, par exemple, d'aller voir la réaction chimique de pyrolyse de façon fondamentale, comment ça se passe, quelles sont les modélisations, ça va être plus avec l'université. Mais quand il s'agit de monter un équipement, de le faire fonctionner, nous, on a trouvé que c'était plus pratique au CCTT. Il y a tout l'environnement qu'ils ont par rapport à de la main-d'œuvre, éventuellement des étudiants collégiaux qui vont venir faire leur stage puis devenir des employés de l'usine. Mais pour nous qui sommes vraiment une entreprise de développement technologique et d'innovation, la propriété intellectuelle, ça a été un enjeu majeur. Donc, avec les CCTT, on n'a pas besoin de négocier. C'est par défaut dans les ententes, 100% de la propriété intellectuelle revient aux partenaires privés. Donc, ça écarte tous les temps qu'on passe avec l'université à négocier et tout ça. Donc, nous, on ramène le financement en partie et on bénéficie de la propriété intellectuelle. On travaille quand même avec le milieu universitaire, les CCTT? Oui, en fait, c'est ça qui est la beauté, c'est qu'au Québec, je trouve qu'on a une vue intégrée de la recherche. Donc, c'est vraiment un continuum. Ce qu'il faut voir, c'est que il y a le niveau de maturité technologique, mais il y a aussi au niveau de la main-d'œuvre, je pense que ça permet de couvrir à la fois des chercheurs, en fait, des étudiants hautement qualifiés, là, cycle supérieur, jusqu'aux techniciens. Puis moi, en fait, je me souviens toujours, Pierre Bénard, qui était directeur de l'IRH à Trois-Rivières, m'avait fait tellement plaisir. Il dit, nous, c'est le fun, nous, on les forme, puis Fred les embauche. Pour ça, on parlait de son cas à lui. Mais c'est aussi ça le continuum, c'est-à-dire il y a de la main-d'œuvre hautement qualifiée qui est formée, qui a le goût de faire des carrières en recherche, qui a le goût de continuer son aventure dans la recherche. Puis les CCTT, c'est un plan de carrière peu connu, parce que souvent, quand on rencontre les jeunes diplômés, maîtrise, doctorat, ils ne sont pas familiers. D'ailleurs, je ne savais pas que vous existiez, mais c'est aussi une autre façon de pouvoir avoir une carrière en recherche sans nécessairement être dans un contexte universitaire avec ses avantages, mais aussi ses réalités qui ne peuvent pas convenir à tout le monde. Fait qu'on est comme une voie aussi là, pour cet élément-là de contribuer à garder, développer, puis garder notre main-d'œuvre hautement qualifiée au Québec. OK. Puis, dans les faits, dans les CCTT, là, tu as parlé des différents secteurs, mais on a aussi toute la partie automatisation, oui. maintenance industrielle et AI. Donc, ces aspects-là aussi sont couverts. Mettons que tu as une usine, puis tu veux après automatiser tes procédés ou optimiser sa maintenance ou aller vers agglomérer tes données puis essayer les voies d'intelligence artificielle. C'est aussi disponible à l'intérieur de ce regroupement-là. Oui. Parfait. Puis, attendez. L'autre question, c'est, tu as fait beaucoup de projets, mais ça doit coûter cher. Comment on finance ça? Pas du tout. Oui, donc ça, c'est un autre avantage. Bien sûr, nous, en tant qu'entreprise privée, on a bénéficié de l'apport de nos actionnaires, dont notamment plus récemment Fonds d'Action, le Fonds en économie circulaire, qui a injecté des ressources financières qui nous aident beaucoup. On a du financement privé des jardins, de BDC, qui finance nos activités.
On bénéficie aussi de subventions parce qu'on est quand même dans un secteur assez porteur du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada. Et l'avantage, c'est que ce que nous faisons comme développement, lorsqu'on est à parier avec le bon CCTT, on peut aller chercher du financement spécifique à des questions de recherche et développement. Donc, dans notre cas, on a bénéficié du CRSNG mi-taxe, on a fait un pari, on a fait de la demande, un accompagnement industriel. Mais vous voyez, je vous en parle, mais je ne suis pas sûr de mes affaires. Pourquoi? Parce que tout ça a été pris en charge par le CCTT. C'est ça qui était Donc, bien c'est eux qui financent? Non, ce n'est pas eux qui financent, c'est eux qui font la demande. C'est eux qui montent le dossier, on monte le dossier avec eux. Bien sûr, nous, en tant que partenaire privé, on s'engage à couvrir une partie du financement. Donc, c'est ça qui est bien. Donc, ça fait un effet levier. L'injection d'argent qu'on met, nous, dans le projet, va servir de levier pour aller chercher du financement. Si c'était nous qui devions faire la demande, je ne sais pas si on aurait réussi, mais comme le CCTT sont habitués, ils font ça sur une base très régulière. Nous, on va apporter notre connaissance du sujet, puis l'enjeu qu'on a, expliquer aussi qu'une fois qu'on a réussi la recherche, il n'y a toujours jamais de garantie qu'on réussit, bien sûr, dans le domaine de la recherche, mais que s'il y a des résultats probants, voici le marché qui s'ouvre, voici les développements qu'on va faire. Parce qu'en recherche appliquée, on investit pour quelque chose qui a du potentiel à aider d'autres entreprises ou à faire un développement de marché. Mais le reste, souvent l'argent va tout venir, 100% de l'argent vient au CCTT, mais tu pourras nous le confirmer. Donc nous, on fait un chèque. Quand l'argent arrive, nous, on fait un chèque de notre contribution. Le reste arrive du gouvernement ou des programmes de financement. Mais c'est le CCTT qui gère le projet, qui gère le financement de... Puis c'est quoi les chances d'avoir ce financement-là? Mettons qu'on écrit, là, c'est quoi, une chance sur 5 d'avoir le financement? Ben vas-y, je Ben, te laisse répondre. Dans notre cas, en fait, c'est ça, à peu près une chance sur 5, ouais. parce qu'on a eu un refus sur 5, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, une chance sur 5 de ne pas l'avoir. De ne pas 4 l'avoir, chances oui, sur oui. 5 de Oui, l'avoir. 4 chances sur 5, Ouais. oui. Ben, en fait, puis c'est ça un peu tantôt, on parlait de flexibilité, puis donc le modèle de financement des CCTT vraiment vise à être souple pour les entreprises. Donc, il y a certaines entreprises qui vont dire, écoutez, moi, mon besoin, c'est de l'aide technique, je te fais un chèque, puis bon, comme on est reconnu comme centre de recherche publique, donc ça donne droit à un crédit d'impôt remboursable, puis c'est ça qu'ils préfèrent prendre. Il y a d'autres joueurs qui disent, ah ben nous, on s'en est plus dans une, disons, une perspective plus moyen-long terme. Donc, il y a des programmes très court terme, par exemple des visites interactives qui permettent à vos équipes d'entrer en lien avec des chercheurs dans les CCTT. Ça coûte combien, une VI? Je pense que ça coûte 200$ ou C'est 250. 250? C'est Ça te donne droit à combien d'heures? Une quarantaine d'heures, vingtaine d'heures pour vraiment démarrer. Puis ça, souvent, on s'en sert pour bien définir le projet. Okay? Ouais. Puis après, avec ça, on peut avancer, aller déposer d'autres demandes de financement. Donc, c'est vraiment un parcours en lien avec le développement. C'est varié. Dans notre cas, on a eu un accompagnement récemment industriel, 20 heures pour 250$. C'était pour notre cybersécurité. Donc, on a été accompagné par un centre spécialisé en cybersécurité pour s'assurer que notre plateforme est bien protégée, que notre programmation est bien faite. Donc, on parle de petits projets. Là. En général, c'est des projets de 10 000$ qu'on travaille? Il y a vraiment un spectre. Là. Tu sais, dans le fond, on peut aller des petits projets jusqu'à des projets plus importants, surtout quand il y a de l'infrastructure. Au niveau des enveloppes, dans le fond, ce qui est intéressant, c'est que, comme dans le fond, les CCTT, puisqu'on est en lien avec des collèges, on tombe, dans le fond, dans la grande famille de l'enseignement supérieur, ce qui donne accès au financement des 3 conseils fédéraux, au financement aussi de la Fondation canadienne pour l'innovation. Il y a le CNRC Paris. Ici, là, je vois François là, pour les RSCI, donc les réseaux sectoriels de recherche industrielle. Donc, il y a même le provincial, donc le MEIE, donc qui est doublement intéressé par ce qu'on fait, énergie, innovation. Donc, dans ce cadre-là, on a aussi des financements. Puis ça peut aller des projets de quelques dizaines de milliers de dollars à des projets qui vont dans les millions, dépendamment, dans le fond, de l'échelle. Là. Puis c'est vraiment à travers ces différents portfolios-là, tant du côté provincial que du côté fédéral, qu'on peut financer les projets. Puisque c'est un peu ça qui est à retenir, un peu la question de tantôt. Est-ce que les CCTT font des chèques? Non, nous, on fait des factures. Moi, c'est un peu la blague que j'aime faire. Donc, mais l'intérêt, c'est parce qu'il y a un risque technologique dans les projets, l'État contribue
avec soit des crédits d'impôt, des programmes d'aide financière dédiés. Puis c'est là-dedans que nous, c'est beaucoup ça qui sert à payer notre équipe. Je peux vous donner un exemple pour le laboratoire de transformation publique. Donc, nous, on bénéficie, le projet en tant que tel, nous, on verse 60 000 $ par année sur 3 ans et le fédéral verse 150 000 $ par année sur 3 ans. Donc, 60 000 $ a servi à aller chercher 150 000 $ pour, bien sûr, payer les chercheurs qui vont travailler dessus, une partie de l'équipement. Donc, c'est très... Et je pense qu'il y a des programmes qui ont même des meilleurs multiplicateurs que ça. Donc, c'est vraiment très intéressant. C'est ça, ça peut être 1 à 10 ou 1 à 2. Il y a des programmes qui sont un peu moins généreux. Puis ça dépend aussi de la taille du projet. Quand on parle de projets de dizaines de millions de dollars, comme tu travailles avec Technoclimat, Oui. ben là, le pourcentage est un petit peu moins élevé. Exact. Et aussi, ce qui est bien, c'est que, parce que quand un projet comme avec un CCTT se déroule, bien sûr, il y a le personnel du CCTT, mais il y a aussi le personnel technique de l'entreprise privée qui va passer des heures à travailler sur ce projet-là. On va fournir de la matière première, des produits, des choses comme ça. Tout ça est comptabilisé comme étant un apport en nature de l'entreprise privée dans le projet. Donc, il y a l'apport en financier, en argent, puis l'apport en nature qui est reconnu. C'est ça qui est bien. Oui, d'ailleurs, le fameux fonds Technoclimat dont je parlais, s'il y a une technologie qui a lieu ailleurs dans le monde et qu'on veut l'importer et la tester ici, mais ça, c'est un des accompagnements qu'on peut fournir dans les CCTT. Oui. Il y a aussi au fédéral le TDDC qui fait un peu la même chose que Technoclimat. Oui. OK. Et puis, dans les faits, si on veut faire affaire avec les CCTT, donc par quelle porte on rentre? Comment on fait? Ben, en fait, vous aussi, au niveau de l'énergie, peut-être le plus rapide, si vous savez qui, ben, vous l'appelez. Sinon, vous pouvez passer par Jeanne. On a aussi une association provinciale qui s'appelle Synchronex, qui regroupe des 59 CCTT. Au niveau de l'énergie, c'est vraiment à travers Jeanne, l'Escouade d'énergie. Puis si vous connaissez votre contact, j'ai ici Hélène, là, qui est directrice du développement des affaires chez Energica, vous pouvez aller voir Hélène ou moi. Fait que dans le fond, l'idée, c'est qu'on veut être flexible, on veut être accessible, on veut être vraiment là quand vous en avez besoin. Puis après ça, c'est de prendre en main votre parcours, puis s'assurer qu'après, ben, que ce soit le plus simple possible, puis que vos projets puissent cheminer rondement. En fait, c'est vraiment la logique là, de ce qu'on cherche à accomplir. Puis si tu ne sais pas trop c'est quoi ton projet, puis que tu ne sais pas trop qui c'est qui peut te financer, tu fais comment? Ouais, t'appelles Jeanne, moi, c'est ça que je fais. C'est ça que je ferais, sinon, moi. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, nous, on les connaît, les fonds. Ben voilà. Vous n'êtes pas obligé de venir avec tout monter. Et puis, il y a des gens comme Hélène ou Martin qui peuvent vous aider à mieux définir ce projet-là. Puis justement, le fonds de CNRC Paris, il fournit quelques heures pour aider à mieux préciser votre besoin. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça. Parce que les programmes de financement, parce qu'on sait que c'est stratégique, l'innovation pour le développement économique. Fait que beaucoup de paliers de gouvernement, il y a beaucoup de programmes. Bon, le CRSNG a fait un peu de ménage, mais ça reste quand même un peu une soupe à l'alphabet. On parle beaucoup en acronymes, CRSNG, CNRC, le Paris, pas Paris, etc. Fait que des fois, là, c'est ça qui n'est pas toujours évident. Puis, même si on essaie d'avoir des guichets uniques, c'est pas toujours facile. Comme vous êtes dans vos entreprises, vous avez votre boîte à rouler, vous avez votre job à faire à tous les jours. Puis souvent, l'innovation, bien, parfois, c'est le projet cœur de l'entreprise, mais pas toujours. Des fois, c'est des projets parce que c'est stratégique. On a notre core business, mais on voit les tendances de marché, on veut s'y préparer. Fait que parfois, c'est pas toujours évident de consacrer beaucoup de temps. Puis nous, bien, ce qu'on veut, c'est vraiment être facilitant parce qu'on sait qu'il y a des ressources, on sait qu'on en a besoin. Puis je veux dire, on est tous ici réunis par la transition énergétique. Quand on dit qu'on veut être carboneutre en 2050, ça a l'air loin, 2050, mais c'est pas si loin. On regarde les besoins d'Hydro-Québec. On est tous réunis. Puis je veux dire, la participation aujourd'hui au colloque de l'ACPA, je pense que c'est le colloque où on a eu le plus de participation. J'ai hâte de voir les statistiques finales, mais c'est certainement parce qu'il y a un intérêt puis on a des grands besoins de travailler ensemble. Puis c'est aussi ça le message, c'est-à-dire il faut vraiment mettre l'innovation au service de l'industrie puis au service de la transition énergétique parce que il faut faire les choses différemment. Le défi est tellement grand qu'on va devoir revoir nos façons de faire puis s'assurer qu'on mette l'innovation au cœur de tout ça. Ici, dans la salle, il y a combien de personnes qui ont déjà travaillé avec un CCTT? Quand même. OK. Parfait. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Sinon, je peux continuer mes entrevues, je n'ai pas de problème, mais est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui aimeraient poser des questions? Non?
En tout Je cas, vous moi, laisse continuer à y témoigner réfléchir. par rapport au point qu'il vient d'amener. Comme je vous ai dit, on a bénéficié de quelques programmes, mais je serais incapable de conseiller à notre entreprise parce que ce n'est pas moi qui me suis occupé. Donc, on s'assoit avec notre vis-à-vis au CCTT, on explique ce qu'on a de besoin. Fait que lui, avec son expérience, il dit, non, on va commencer d'abord avec une visite industrielle, ça va nous donner 20 heures, c'est rapide. On va faire une analyse préliminaire. En fonction du résultat, on va aller chercher tel ou tel programme de financement. Donc, ils sont vraiment très connaisseurs. Mais toi, quand Ça tu me as soulage commencé, parce qu'en fait, ta technologie, elle existait déjà un peu, mais pas Oui, exactement exact. complètement. Tu n'es Exact. pas parti de zéro. Exact. Pourquoi tu n'as pas décidé de tout faire à l'interne? Pourquoi tu as décidé d'aller vers l'extérieur? Ben, au début, je voulais tout faire en interne, c'est sûr. C'était la démarche. Donc, à un moment donné, quand on a commencé à développer le procédé, on s'est rendu compte que, en discutant avec nos ingénieurs, qu'une façon pratique de faire accélérer le développement, c'est de modéliser notre procédé chimique sous un format, avec un logiciel qui s'appelle Aspen Plus, par exemple, où on va avoir une modélisation de notre procédé sur ordinateur, de sorte qu'avec le temps, ils apprennent notre procédé, et au lieu de faire des tests vraiment pratiques, on fait des tests à l'ordinateur qui va nous prédire ce que va donner telle ou telle température de plus ou telle pression de plus avant de passer sur le terrain. Fait que c'est là qu'on a commencé à voir, mais Aspen Plus, ça coûte une fortune. Et c'est là qu'on a été contacté le CEPROC qui a accès à une licence, qui peut la mettre à disposition des utilisateurs. Et le premier mandat qu'on a travaillé avec un CCTT, ça a été le CEPROC pour qu'il nous fasse une modélisation de notre procédé pour pouvoir, tout le temps, pouvoir faire de l'innovation. Et c'est là qu'on a découvert les CCTT, puis qu'on s'est dit, ben, on a tout ça au Québec, pourquoi est-ce qu'on va doubler les choses? Ouais, mais là, C'est unique parce que je veux dire, ça n'existe pas en Ontario, ça n'existe pas ailleurs, c'est vraiment une invention du Québec. Mais du coup, en fait, tu n'as pas eu peur qu'il y ait quelqu'un d'autre qui prenne ton idée ou qu'il aille en parler à quelqu'un d'autre? Parce que tu dis, tu sais, moi, je voulais tout faire à l'interne, là, il y a quelqu'un d'autre qui est au courant de mon projet. C'est quoi qui me garantit qu'il n'y a pas une autre entreprise qui va avoir accès à mes données? Ça a été très rassurant. Je veux dire, tu rencontres des personnes, c'est des professionnels, c'est pas... En plus, il y a des ententes formelles qui sont signées, des ententes de confidentialité, des contrats de services qui sont faits. C'est comme n'importe quoi. Donc, on travaille avec des firmes d'ingénieurs, on travaille avec d'autres organisations. Il y a toujours un risque. Même nos équipements sont fabriqués, tous nos équipements, 100% de nos équipements sont fabriqués au Québec par des fabricants du Québec, mais c'est sûr qu'ils prennent une partie de la connaissance et il y a des contrats qui sont signés. C'est vraiment quand tu es assis avec un CCTT, tu vois le professionnalisme derrière, donc c'est ça qui nous met en confiance. Ça a été rassurant, puis tu es parti petit, puis tu as grossi au fur et à mesure. Ben, j'étais gros, petit déjà, mais, mais la compagnie a grossi, oui, effectivement. Puis toi, c'est quoi la taille des projets que tu peux travailler? Ah, ça varie. On a des projets de dizaines de milliers de dollars. On a eu des projets de plus qu'1 million. Donc, ça peut être des projets qui sont sur 6 mois. On a eu des projets sur 3 ans. Donc, c'est vraiment, comme je vous le dis, il faut voir ça comme notre but comme organisation, c'est d'être vraiment au service de l'industrie, puis des communautés ou des clientèles qu'on doit à desservir. Et à travers les différents partenaires qu'on a, que ce soit les bailleurs de fonds, tout ça, bien, de formater en fait le projet en fonction de ce que l'entreprise souhaite. Puis je pense qu'au Québec, on est vraiment choyé par rapport à ça. On a un bon bagage de financement, on a de la main-d'œuvre très hautement qualifiée qui sont formés dans nos universités, qui travaillent dans nos CCTT, puis qui sont vraiment actifs, puis collés sur les réalités de l'industrie, parce que nos chercheurs, bien, en plus d'être, disons, dans leur bureau, dans leur laboratoire ou sur les sites de test, bien, souvent aussi sont impliqués dans des groupes, dans les associations, des tables de consultation. Ils sont aussi actifs, comme par exemple, moi, chez nous, j'ai des gens qui sont dans les groupes de recherche à l'Agence internationale de l'énergie. On représente le Canada dans certains groupes de recherche. Donc, c'est vraiment des chercheurs aussi qui ont une carrière, puis qui sont actifs dans les groupes de recherche, puis qui entrent en contact avec les gens de l'industrie. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on travaille. Peut-être un élément aussi qui est vraiment, moi, quand j'ai su ça, j'ai vraiment été impressionné parce que depuis quelques années maintenant, à force de travailler au CEPROC, on m'a invité aussi à siéger sur le conseil d'orientation du CEPROC. Donc, c'est comme une espèce de conseil d'administration, mais ce n'est pas un conseil d'administration, c'est vraiment comme un comité aviseur du CEPROC. Donc, parmi les clients, donc, ils m'ont invité à être sur le CEPROC.
Donc, ces CCTT reçoivent un financement, je pense en partie du MEI, enfin du gouvernement. Ils reçoivent une partie de leur argent de fonctionnement. Et c'est un programme, un financement qui est renouvelé aux 5 ans. Et pour que le programme soit renouvelé, il faut que l'argent du gouvernement ait servi à ramener de l'argent. Il faut démontrer qu'on a suscité l'intérêt du privé dans ce qu'on fait. Sinon, au bout de 5 ans, le CCTT est fermé. Donc, un CCTT qui existe et qui renouvelle de 5 ans en 5 ans, ça veut dire qu'il a répondu à toutes les exigences de multiplicateurs et tout ça du gouvernement et qu'il est pertinent. Donc, pour répondre à ta question, c'est une question de survie pour eux, d'être pertinent, d'être professionnel et tout ça, parce qu'il n'y a aucune garantie. En réalité, tu me corrigeras, mais entre vous et nous, officiellement, c'est des organismes éphémères, en théorie. C'est-à-dire qu'on est garanti qu'ils sont là pour 5 ans, mais à chaque 5 ans ou 3 ans, il faut qu'ils démontrent leur pertinence. Et des centres comme ça qui existent maintenant depuis des années et des années, c'est une garantie. Oui, c'est un label, effectivement. C'est un peu comme un label, en fait. Puis c'est aussi ça, dans un CCTT, la façon dont on est financé nous amène à avoir une espèce d'approche un peu entrepreneur. C'est-à-dire, oui, on est au BNL, ou parfois c'est dans le cégep directement, mais par la force des choses, on est mesuré à chaque année, la reddition de compte, puis à chaque 5 ans, la grand-messe, que j'appelle. Donc, c'est vraiment, il faut démontrer notre impact, il faut déposer un plan stratégique de 5 ans. Donc, il y a comme une logique d'affaires aussi. Fait que, donc, puis merci de souligner, là, parce que c'est vraiment un élément qui, au quotidien, pour nous, ça représente parfois un défi. Tu sais, je ne pas toujours, mais au final, je pense que c'est un modèle d'affaires qui nous amène à engager l'innovation auprès des entreprises. Puis ça, je pense que c'est une bonne chose. Puis là, tu parlais... Oh, vas-y. Oui, je dirais, merci, c'est une très bonne question, parce qu'en fait, je ne vais pas rentrer trop dans l'administratif, mais les CCTT, dans le fond, moi j'appelle un label, c'est une reconnaissance que le ministère de l'Enseignement supérieur et le MEIE, parce qu'on est en garde partagée, donc on est vraiment en co-tutelle, on a les deux ministères, puis je pense que c'est très parlant. Enseignement supérieur, économie, innovation, je trouve que c'est très parlant de ce qu'on essaie d'accomplir. Puis, il y a des appels à projets où il y a des appels des ministères, OK, on veut créer des centres. Puis là, il y a des dossiers qui sont déposés pour déterminer le domaine. Fait que dans le fond, une fois que le domaine est fait, dans le domaine, là, c'est en fonction des besoins. Puis oui, je dirais que notre modèle d'affaires dans la vraie vie, c'est beaucoup axé, on reçoit des besoins d'entreprise. Regrouper des secteurs, c'est vraiment ce qu'on cherche à accomplir. Je vous dirais qu'au quotidien, c'est pas toujours, je dirais, on n'est pas toujours financé, je pense, de la façon appropriée pour qu'on puisse vraiment bien le faire. Mais on essaye. C'est quoi les travaille projets? fort. Oui, on travaille fort. Bien, comme par exemple, au niveau de l'Escouade d'énergie, on regroupe, on a fait actuellement un regroupement avec des partenaires universitaires aussi pour la formation, le développement de la compétence en hydrogène vert puis en biocarburant. Donc, on a un regroupement qui fonctionne là-dessus. On a fait des projets aussi chez Energica où on a regroupé des joueurs de l'industrie, souvent dans des colloques, parce qu'on fait des événements, puis on dit, OK, comment on travaille, c'est quoi les priorités qu'on se donne au niveau des projets ou de la façon dont on veut déployer nos filières. Puis ça, je vous dirais, c'est un peu vraiment là-dessus qu'on pousse beaucoup. On a été chanceux dans les dernières années. Le ministère de l'Enseignement supérieur avait donné une enveloppe, là je tombe un peu dans notre jargon, là, synchrone, là, qui avait vraiment été permettre de financer justement, parce que quand on veut faire ce genre de projet structurant-là, il faut le monter. Puis comme je vous disais, moi, c'est de la main-d'œuvre que je paye, puis il y a une crise de main-d'œuvre, et pas juste chez vous, et partout, il faut que je les paye. Il faut suivre le marché, il faut qu'on soit dedans. Fait que ces gens-là, bien évidemment, on travaille avec le soutien de l'industrie puis du ministère, puis ça, typiquement, on est capable. Puis c'est vraiment vers ça qu'on va. Puis l'Escouade d'énergie, c'est un bel exemple de regroupement de centres pour être capable d'aborder des thématiques
au-delà du simple domaine de chacun des centres, mais vraiment d'embrasser plus large pour répondre aux besoins. C'est justement pour ça qu'on s'est regroupé. Les domaines d'intérêt qu'on essaye de travailler avec les 18 centres, c'est d'abord tout le cycle de vie de la batterie. On a environ 40 millions d'équipements de laboratoire à pilote qui couvrent la totalité du cycle de vie de la batterie. Puis on essaye justement d'être capable de ne pas travailler avec juste une industrie, puis d'essayer de discuter en ce moment avec les gouvernements pour qu'on puisse mutualiser ces 40 millions d'équipements-là. Mais c'est vrai que notre financement n'est pas fait comme ça, parce que nous, on est financé pour travailler avec une industrie. Donc on a un défi vraiment qui est structurel, qui est lié à notre financement. Puis on le fait aussi, comme il disait, au niveau hydrogène. On a aussi séquestration de carbone, qui est un domaine d'intérêt. Puis sobriété et efficacité énergétique aussi, dans lequel on essaye de travailler. Puis après, il y a des CCTT qui sont des CCTT filières, donc plus filière éolien solaire. On en a qui vont être plus dans tout ce qui est maritime, qui vont essayer de structurer cette filière-là. D'autres qui vont être dans les réseaux de chaleur, de biomasse. Donc chaque CCTT va quand même avoir plus un rôle de structuration de la filière qui est vraiment important aussi. Mais c'est vrai que le financement de nos centres, c'est plus pour travailler avec l'industrie. Ceci dit, toi, tu as quand même des clients qui ne sont pas des industries, qui vont être des ministères ou Hydro-Québec ou autres. Oui. Donc, tu travailles avec d'autres institutions? Oui, bien sûr. On travaille avec des communautés, on travaille avec des industriels. On travaille avec des développeurs de technologie, mais aussi des opérateurs de parcs. Mais des clients, des utilisateurs, des institutions, tu travailles? Oui, municipalités, des communautés. Je dirais que c'est beaucoup autour des... Actuellement, là, dans les dernières années, ce qu'on a beaucoup observé, puis tantôt, c'était le fun d'avoir le maire de Québec présent devant l'assistance, parce que nous, on l'a constaté, le rôle des communautés, des municipalités, le leadership qui se fait au niveau vraiment local est important. Vraiment très important, puis vraiment ça pousse. Puis nous, on le voit là, dans les dernières années, au-delà de l'Alliance de l'Est, chez nous, on connaît bien dans la région, mais il y a aussi, on se fait interpeller de plus en plus par des municipalités, des communautés autochtones qui veulent prendre un leadership, puis qui, comme je disais tantôt, ils ont reçu beaucoup dans le passé des téléphones de gens qui avaient des solutions à proposer. Certains se sont un peu cassés les dents, fait qu'ils veulent avoir un accompagnement plus disons, scientifique ou technique, puis c'est là que nous, on intervient. Et là, il y a un enjeu, par contre, lorsqu'on travaille avec des développeurs de technologies comme nous, c'est que dans la plupart des cas, c'est super confidentiel. Donc, par exemple, aujourd'hui, moi, je suis très heureux d'avoir été invité pour rendre hommage aux CCTT qui nous ont aidés, mais en temps normal, il n'y a aucun des CCTT que vous allez voir une publication qui vont dire « on a travaillé avec ONIM ». Et même moi qui suis sur le comité d'orientation du CEPROC, quand on nous présente les chiffres, il y a 0 nom. Et on ne peut pas voir avec qui il travaille. Fait que c'est un peu dommage. C'est pour ça qu'on n'est pas connu. C'est ça, connu parce qu'il y a ce côté qu'à aucun moment, il ne divulgue sur quoi il travaille ni avec qui il travaille. Un mot de la fin, parce que c'est fini. Je suis en train de me faire appeler à l'heure. Ah, OK, parfait. Merci beaucoup tout le monde de votre présence, de votre attention. Ça a été nommé, le défi qui est devant nous, il est gigantesque, il est historique. Moi, je me rappeler que souvent, on se dit chaque génération a eu son défi. Le nôtre, c'est de réussir la transition énergétique. Puis l'innovation est au cœur de ça. Puis nous, ce qu'on vous propose, ce qu'on veut vous rappeler, c'est qu'on est là pour vous accompagner dans vos projets. Puis on fait une petite partie de la solution avec vous tous, puis avec les partenaires. Et je vous remercie d'être là, puis de croire en l'innovation, puis de croire en la transition énergétique. Moi, encore une fois, c'est vraiment rendre hommage aux CCTT qui nous ont aidés à tout cet environnement. On a une fierté particulière de pouvoir faire tout ce qu'on fait ici au Québec avec des ressources locales, avec des ressources du Québec, donc que ce soit pour les matériaux, l'électricité, tout ça, la fabrication, mais aussi du côté recherche et développement, c'est 100% ici au Québec que ça se fait. Fait qu'on a tout ce qu'il faut vraiment pour avancer, même dans des secteurs en pleine croissance comme le nôtre. Parfait. Merci beaucoup. Merci à l'Assemblée. Bon appétit. Merci.